Je m'appelle Jean-Jacques Bayol-Castador. Je suis anthropologue, linguiste, historien, politiste et ingénieur de recherche biomédicale. Nous allons continuer notre périple sur une introduction à l'anthropologie. L'anthropologie, disais-je dans mon précédent exposé, est étymologiquement la science de l'homme. Anthropos, homme, logos, science, logique. Mais dans les faits, au lieu que ce soit la science de l'homme, les anthropologues euro-américains ou euro-occidentaux ont tout simplement dévié l'objet de l'anthropologie et en fait ils ont étudié les sociétés autres. Donc l'anthropologie est devenue la science de l'altérité, c'est-à-dire la science de l'autre. L'autre envisagé comme primitif, l'autre envisagé comme sauvage, comme indigène, comme tribu, comme patois, comme dialecte. Enfin, comme ayant des patois et non des langues et des dialectes. Les autres envisagés comme étant des sociétés organisées sous forme de tribus. Alors, j'ai essayé donc d'examiner les concepts. J'avais examiné le concept de tribu d'abord et j'avais fait une petite histoire du terme de tribu en disant que la tribu à l'origine est une notion topographique. La tribu correspondait à ce qu'on appelle quartier aujourd'hui. Un quartier. Quartier Mvumvu, quartier Plateau des 15 ans, etc. Donc, dans la Rome antique, il y avait 3 quartiers, donc 3 tribus. D'où le nom tribu. Et les tribus-là ne correspondaient pas au groupe socio-linguistique, ça correspondait juste à une division administrative. Donc, le problème de la tribu, donc du quartier, était réglé dans un tribunal et c'était les tribuns qui étaient des officiers militaires qui réglaient ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, tribun appartient maintenant à la rhétorique. C'est celui qui parle bien, qui est éloquent, qui est un tribun aujourd'hui. Hein. Comme on dit de Jean-Luc Mélenchon, que c'est un tribun. Bien. Alors, maintenant, comment ce terme-là, qui est un terme topographique, est arrivé à nous comme étant un concept. Donc, il s'agissait d'un anthropologue qui s'appelle Lewis Henry Morgan, qui a étudié les Iroquois. Mais il n'a même pas fait une enquête de terrain, il avait juste les comptes rendus de la police. Donc sur les comptes rendus, il a essayé, parce que bon, les comptes rendus de la police, ils étaient aussi obligés de décrire les sociétés, comment ça fonctionnait. Donc, et c'est lui qui va pour la première fois donner une définition à la tribu. Il définissait une tribu comme étant une société complètement organisée, qui illustre la condition de l'humanité dans l'état de la barbarie.
C'est-à-dire, précisait-il, que c'est une société qui est sortie de la sauvagerie primitive, mais n'a pas encore atteint la civilisation, la société politique, l'État. Or, en la matière, quand les Européens sont arrivés au XVe siècle chez nous, ils ont trouvé des sociétés, des États qu'ils ont assimilés au royaume, au duché et au comté et aux chefferies. Alors, maintenant, aujourd'hui, quand on regarde un dictionnaire de langue, vous allez, le Larousse 1959, à l'entrée tribu, définissait une tribu comme étant un groupe de sauvages sous l'autorité d'un même chef. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2026, si vous voyez le Larousse 2026 qui est déjà en librairie, vous verrez que c'est devenu un groupement de familles sous l'autorité d'un même chef. Bon, or, nous savons que ce qu'on appelle tribus, par exemple chez nous, sont des sociétés acéphales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Hein? Dites-moi, le chef des Lariches, c'est qui? Le chef des Bembé, c'est qui? Le chef des Bavili, c'est qui? Ne me dites pas que c'est Maluango. Maluango, c'est pas le chef. Maluango, c'est enfin, ce qu'on appelle le roi. Il y a des institutions, mais il n'y a pas de chef de tribu. Lui, Maluango est le chef du Luango, enfin le souverain du Luango, mais au Luango, il n'y a pas qu'une tribu, entre guillemets. Il y a des Bapounou, il y a des Bavili, il y a des Bayombe, il y a des Bakouni, etc. Il y a les Basundi, il y a Basundi de Kimongo, j'entends, les Bembe, etc. Bref. Donc, les Bapounou, les Balumbu, les Bapouissi, tout ça, ça faisait partie du royaume de Luango. Alors, donc, avec une telle définition, tribu, groupe de famille sous l'autorité d'un même chef, la France serait aussi une tribu, puisque la France, c'est un groupement de familles qui sont sous l'autorité d'un même chef qu'on appelle Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, toutes les définitions sont imprécises et vagues. Vagues et imprécises. Et toute tentative d'analyse, toute tentative de définition de la notion de tribu se dérobe à l'analyse. Voyons l'entrée clan. Le clan, c'est ce qu'on appelle en terre Bakongo le Dikanda. Le Dikanda, on dit que c'est un clan. Or, le clan, ce terme-là, ça vient des organisations sociétales de l'Écosse. L'Écosse, l'Irlande, mais en tout cas l'Écosse. C'est là où il y avait des clans. Mais le clan était un segment fermé. Or, chez nous, le Dikanda est un segment ouvert. Ouvert parce que ton Dikanda à toi, donc le Dikanda de ta grand-mère maternelle, de ton arrière-grand-mère maternelle, ta grand-mère maternelle et de ta mère, c'est ça ton Dikanda. Donc tu es Fumu de chez eux. Par exemple, votre humble serviteur est Fumu Mindu. Donc il est Fumu de Mindu.
Donc mon Dikanda c'est Mindou. Mais je suis enfant des Bayéma. Parce que mon père était Nyem. Mon grand-père paternel était Badumbi, Ndumbi. Donc je suis petit-fils de Badumbi. Et mon grand-père maternel était Senga, fils de Chimpoko. Donc je suis petit-fils de Senga, arrière-petit-fils de Chimpoko. Et du côté de ma grand-mère maternelle était Mindou, fille de Bikula. Donc je suis arrière-petit-fils de Bikula. Donc c'est ouvert sur beaucoup d'autres ethnies. Or le clan s'était fermé. Donc dire du Dikanda que c'est le clan, c'est un non-sens épistémologique. Voilà. Donc ils ont aussi créé le concept de lignage. Il n'y a aucune institution qui existe. Bon, quand on essaie de creuser, ils disent bon, Tchivoum, le ventre. Mais quand vous avez 5 sœurs, vous avez les 5 sœurs qui font des enfants. Tous ces enfants-là sont égaux, sont des frères. Dire que, ah oui, nous, dans notre ventre, tout ça, poser en tout cas votre ventre en opposition aux autres ventres, on appelle ça en Tchivili Boutandu. Et en Lari, on appelle ça Boutantu. On pourrait appeler ça en français le divisisme. C'est interdit. Din. C'est interdit de faire du divisisme. Donc c'est une institution qui n'existe pas chez nous. Mais vous verrez des Africains dire oui, le clan, le lignage, mon clan, je suis de tel clan, etc. Ce sont des termes à abandonner. Ce sont des termes connotés. Quand nous avons une démarche, nous devons toujours avoir à l'esprit la rupture épistémologique. L'épistémologie, c'est l'ensemble des connaissances. Mais il faut toujours avoir une perspective de rupture épistémologique, c'est-à-dire mettre en doute ce qui est l'épistémologie. Maintenant, on vérifie l'hypothèse. Si c'est valable, on la garde. Mais si ce n'est pas valable, on corrige. Telle doit être notre démarche. J'avais aussi parlé des patois et des patois et des dialectes. Le dialecte est une variété régionale d'une langue. Par exemple, en Tchivili, les particularités du Tchivili de ligne 5, ça serait un dialecte. Les particularités de la ligne 6, ça serait un dialecte. C'est comme dans la Bwenza, si tu prends Babembe Bansitou et les Babembe de Mouyonzi, ils ont des variétés dialectales. Donc, le dialecte peut être au sein d'une même langue, il y a des variétés dialectales, et au sein des langues voisines qui appartiennent à une même source, on peut considérer que ce sont des dialectes d'une même proto-langue. Par exemple, les Vili, les Bavili, les Balindi, les Bakoti, les Bawoyo, les Bayombe, ont une même proto-langue qui a disparu de nos jours. Mais cette proto-langue, on peut dire que les Babili, les Bawoyo, puisqu'il y a intercompréhension, sont des dialectes d'une proto-langue donnée. Voilà, d'une même proto-langue. C'est-à-dire la langue source, la langue à laquelle sont dérivées toutes ces langues que je venais de citer.
Maintenant, on en arrive au concept du tribalisme qui fait tant de mal à l'Afrique, en particulier au Congo. Alors, le tribalisme, encore une fois, c'est une définition vague et imprécise, toujours. Ce sont des définitions vagues et imprécises, mais il y en a plusieurs. Le tribalisme repose sur la tribu. Or, la tribu, nous avons vu que c'est un terme qu'on nous a accolé. Eux-mêmes, ils n'en ont pas. Alors qu'il y a des Bretons, des Picards, des Alsaciens, des Catalans, des Corses. Mais non, eux, ce ne sont pas des tribus. Mais à la réalité, c'est les mêmes entités sociales. D'un côté, ces tribus, je vous ai parlé de l'évolutionnisme qui régnait au 19e siècle, donc à l'époque où l'anthropologie naissait. Maintenant, je vous ai fait savoir dans l'un de mes premiers exposés que avant, on ne parlait ni de tribu ni d'ethnie, on parlait de race. Et les races étaient mentionnées dans nos actes de naissance. Je vais révéler pourquoi. Alors que la même administration coloniale avait des Normands, des Bretons, des Alsaciens, des Picards, des Corses, des Catalans, des Basques, des Berrichons, etc., ils ne mettaient pas la mention de race sur ces entités-là, sauf ces entités autres-là, qui étaient des primitifs et des sauvages. Ben, eux, on les appelait d'abord les races. Et vous voyez, les gens qui sont nés depuis la période coloniale jusqu'à vers les années 40, ben, on mentionnait la race. Si vous voyez, pour certains, la race, plutôt les extraits d'actes de naissance de vos parents ou de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, vous verrez que c'est marqué race Bavili, race Babembe, race Mboshi, race Kouyou, race Bateke, etc. Bon, alors, je reviens au tribalisme. Il y a plusieurs définitions, mais je m'arrêterai seulement à 2 définitions. La première définition est donnée par M. Georges Balandier, anthropologue de renom qu'au Congo on connaît, hein, qui a écrit Sociologie des Brazzaville noires, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, etc. Georges Balandier, qui était enseignant, professeur à l'école de hautes études en sciences sociales, qui est mort récemment, il a dit que le tribalisme, c'est la résurgence des antagonismes antérieurs. Et nous nous arrêterons aussi à la définition de Malinowski qui dit que le tribalisme, c'est la méconnaissance du contrôle colonial. On va commencer par la définition de Balandier. Alors, Balandier est d'un courant sociologique ou anthropologique qu'on appelait, en fait, lui, il estimait que il y a, dans chaque société, il y a la loi de la dialectique, c'est-à-dire tout est mouvement, tout est changement, il y a toujours des changements, dynamiques de changement. Donc, c'est lui le théoricien du dynamisme, les dynamiques de changement de chaque société. Mais voilà, cette définition qu'il donne, la résurgence des antagonismes antérieurs, ne tient pas compte de sa théorie de la dynamique des changements, puisqu'il repart
à l'époque précoloniale. Les antagonistes qu'il y avait à l'époque précoloniale. Mais les faits sont les faits. Je vais prendre un seul exemple. Le pays Téké, pour certains le royaume Téké, et le pays Congo ont fait 2 guerres à l'époque précoloniale. Aujourd'hui, les Bakongo, fuyant les razzias de la traite des esclaves, se sont déportés en pays Téké, donc dans la majeure partie de ce qu'on appelle la région du Poul. Et ils s'y sont installés et les Batéké ont été congoïsés. Nous avons des gens comme les Gabou Alexis, les maîtres Martin Bemba, Bernard Bakana Koulela, qui sont des Batéké d'origine, mais qui sont de culture Bakongo. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une résurgence. Il y a au contraire une dynamique de changement. Les Bakongo et les Batéké qui ont fait la guerre se sont unis au point où ils ont dit Muteke Ngunu, Muko Ngunu, Kifumba Kimosi, Muvili Ngunu, Muteke Ngunu, Kifumba Kimosi, Uchifum Chimwek. Et toutes les ethnies avec les Batéké, Chifumba Chimosi. Ngunu, ils ont estimé qu'ils avaient un ancêtre commun, Ngunu. Voilà, mais ça, ce sont des idéaux qu'on lance pour unifier les peuples. Hein. C'est une légende, on dit, bon, nous avons un ancêtre commun pour unifier les peuples. Et les peuples se sont unifiés. Et il n'y a plus jamais eu de problème entre les Bakongo et les Batéké. Au point où certains Batéké sont assimilés au Bakongo. Je venais d'en citer quelques-uns. Alors, dire cela, ça ne veut pas dire nier un phénomène qui se passe, mais je définirais ça autrement. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le tribalisme n'est pas une donnée sociologique immuable. C'est une construction idéologique. Plus près de notre histoire, ce qui s'est passé hier encore, en 1991, on a eu une conférence nationale. Et à cette conférence nationale, stratégie idéologique oblige, il y a une ethnie ou une tribu qui est née de toutes pièces, qu'on appelait les Nibolèques, et qui avait pour fief le Niboland. Quand j'en parle, ça fâche quelques-uns de mes amis de ces terroirs, mais je suis un homme de science, je m'en tiens aux faits. Les faits sont les faits. Il y a des gens qui se reconnaissaient Nibolèque et qui disaient « je suis Nibolèque et fier de l'être ». Aujourd'hui, appeler quelqu'un Nibolèque, c'est comme si tu l'insultais, il m'a traité de Nibolèque. Bon. Mais hier, à l'époque de Lissouba, on était Nibolèque et fier de l'être. Vous voyez bien comment une ethnie est née au fin de parvenir au pouvoir politique. Alors que quand on voit un Bayaka et un Bakouni, le Vili est plus proche du Bakouni que le Kouni l'est des Bayaka.
Le Vili et le Kuni, c'est le groupe Congo. Le Bayaka, c'est le groupe Teke. Un autre exemple, vous prenez les Badondo, les Balari, les Basundi du Poul, pas ceux de Kimungo. Vous voyez bien que ils sont plus proches entre eux que le Bambamba de la Lekumu. Donc, c'est une construction idéologique et à des fins politiques. L'instrumentalisation de la tribu existe. Aujourd'hui, on voit encore comment le pouvoir se gère. Tous les postes clés, on les donne au Mboshi. Parce que c'est un Mboshi qui est au pouvoir. Ça, c'est une réalité. On peut le nier. On peut dire oui. Écoutez, pour cacher cela, on dit géopolitique. Mais la géopolitique fait que, le Premier ministre, comme le président est du nord, de la cuvette, on va dire que le Premier ministre doit être du sud. C'est la géopolitique. Tel ministère, on va donner à tel truc. Mais le centre du pouvoir, c'est quand même les Mboshi. D'ailleurs, moi, je suis un ancien de l'UGC. À l'UGC, on dit le pays nous appartient. Il y a des gens qui sont au pouvoir, mais ils ne sont pas du pouvoir. Donc, c'est les Mboshi qui sont du pouvoir, mais les Collinet Makosso, le président de l'Assemblée, le métis, comment il s'appelle déjà, Isidore Vouba, ce sont des gens qui sont au pouvoir, mais ils ne sont pas du pouvoir. Voilà. Comme les Florent Tiba, ils sont au pouvoir, mais ils ne sont pas du pouvoir. Voilà. Bien. Donc, on ne peut pas nier ces réalités, mais ces réalités, ce n'est qu'une instrumentalisation de la politique, de la preuve. Tout ce qui se disait Nibolek est fier de l'être, une bonne partie des jeunes, surtout, mais sont avec Sassou aujourd'hui. Ils défendent le grand architecte, l'infatigable bâtisseur. Voilà. Donc, c'est vous dire, moi j'ai mon frère, en français on dirait mon cousin, qui était avec armes et bagages de l'Issouba. Dès que l'Issouba a perdu le pouvoir, il est parti avec armes et bagages chez Sassou. Je viens, je vois son frère aîné, mon feu frère Émile Bouiti, je dis, mais comment il appelle ça? Oh, il est avec Sassou maintenant. Je le vois, je lui dis, mais grand frère, comment ça se fait que tu sois avec Sassou, toi qui étais avec de l'Issouba pur sucre? Il dit, oh petit frère, mais tu n'as pas compris la vie. Moi, le jour où tu prends le pouvoir, je serai avec toi. Si tu perds le pouvoir, c'est Larry qui prend le pouvoir, je serai avec lui. Voilà en fait la réalité. Au point où, en 1967, Elio Skinner, ambassadeur et anthropologue, ambassadeur de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, en 1967, Elio Skinner, qui comme il était anthropologue, il a compris ce phénomène et il a écrit « Il est malheureux que le terme de tribalisme, avec ses connotations de primitivisme et d'archaïsme, soit le nom qu'on ait donné au groupe
qui sont en compétition pour le pouvoir et pour le prestige. La citation continue. Mais, voilà. Alors, je reviens à l'évolutionnisme. Jacques Berck disait qu'il s'agit d'une investigation davantage à illustrer l'archaïsme du partenaire pour légitimer l'usurpation. Donc, l'autre était présenté comme sauvage, comme que nous venons civiliser alors qu'il avait sa civilisation, pour légitimer l'usurpation. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui gèrent notre pétrole, ce sont eux qui gèrent nos matières premières. Heureusement qu'il y a le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui s'est révolté, et pourtant ce vent-là avait commencé au Centrafrique, mais avide de pouvoir, il s'est rebiffé et il a remarché avec le néocolonialisme. Voilà, donc, je reviens donc au tribalisme. Le tribalisme est un fait nouveau, néocolonial, instrumentalisé par des gens qui sont en absence de perspective pour la nation. C'est pourquoi, quand on gère un pays, on gère tout le pays. Au Congo, il y a 342 000 km² de superficie. On gère, on voit l'intérêt national. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Je disais que Jacques Berck disait, c'est une investigation davantage à illustrer par l'archaïsme du partenaire la légitimité de l'usurpation. Donc, je reprends, Jacques Berck disait que c'est l'investigation anthropologique de l'altérité. C'est une investigation davantage intéressée à illustrer par l'archaïsme du partenaire la légitimité de l'usurpation. Ils sont venus, ils nous ont traités de sauvages, de tribus, d'indigènes. Ils devaient nous civiliser. Mais civiliser voulait dire prendre nos matières premières, et aujourd'hui nous en sommes encore là. Il y a le Centrafrique qui a tenté, mais malheureusement ça n'a pas donné. Il y a aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont levé la tête, et c'est irréversible. La lutte pour la souveraineté pleine, entière et permanente et perpétuelle pour l'Afrique, c'est irréversible. Je reviens maintenant à mon propos. J'ai vu que la thèse de Balandier ne tenait pas, et je vais prendre la thèse de Malinowski. Bronisław Kaspar Malinowski, d'origine polonaise, était un Britannique. En anthropologie, c'est lui qui va créer la méthode fonctionnaliste. Ou la méthode plutôt compréhensive. C'est-à-dire que pour lui, l'anthropologie consistait à mieux comprendre les sociétés, afin que la colonisation réussisse, étudier les sociétés de l'intérieur afin de mieux les comprendre pour faire réussir la colonisation. Et donc, lui, Malinowski,
qui a dit que le tribalisme, c'est la méconnaissance du contrôle colonial. Il a créé une branche de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie appliquée. Et l'anthropologie appliquée avait pour objet de mieux comprendre, d'étudier les sociétés primitives afin de mieux les comprendre pour que la colonisation réussisse et pour éviter les erreurs du passé, disait-il. Alors, Malinowski a préconisé l'acculturation planifiée comme support pour que la colonisation réussisse. L'acculturation planifiée consistait à quoi? D'abord, je dois définir ce qu'est l'acculturation. L'acculturation, c'est l'ensemble des changements qui interviennent lors de la rencontre de deux cultures. Vous avez vu, par exemple, je vous ai donné l'exemple des Bakongwe et des Bateke. Il y a les Bahangala, les Badondo, les Basundi, les Bafumu, les Bacho qui se retrouvent à cohabiter dans le pool. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des changements linguistiques qui vont s'opérer et ces enfants-là vont parler un nouveau dialecte qui est communément connu sous le nom de Balari. Donc, l'acculturation est spontanée. Par exemple, il y a eu le croisement entre les Portugais et les Bavili. Les Bavili, les Oyo, les Koti. Ce qui fait que il y a le mot mes, qui est la table, qui vient de mesa, la table, parce que quand vous prenez un mot d'emprunt, vous l'intégrez dans votre système phonologique. Comme dans ces langues-là, il n'y a pas le ze, ils disent mesa au lieu de mesa. Il y a le verbe est au pot du pouvoir. En Congo, c'est Kulenda. Mais eux, ils ont fait l'emprunt aux Portugais. Mais Podi veut Kulia. C'est un ou non Podi. Podi, c'est un verbe en portugais, le verbe pouvoir. Voilà, donc ça c'est par exemple l'acculturation linguistique. L'acculturation est spontanée. Même les... quand vous allez changer vos modes de culinaire, etc., vous allez intégrer l'apport des autres, mais ça c'est l'acculturation spontanée. Or là, Malinowski, ce qu'il préconise, c'est l'acculturation planifiée. Donc il préconise par exemple la déculturation par l'Église. Il faut déculturer par l'Église, donc la religion. La déculturation par l'école. On nous a appris que nos ancêtres, c'était non pas les Bantous, mais c'était des Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, que nos aînés sont allés apprendre à l'école. Déculturation par l'école, déculturation par l'Église, et ils prennent la stratégie de la division. Donc l'anthropologie accompagne la colonisation, travaille même pour que la colonisation réussisse. La stratégie de la division. La stratégie de la division
consistait à quoi? À opposer les tribus entre eux. Par exemple, les Hutus et les Tutsis au Rwanda parlent la même langue, ont la même culture, ont les mêmes noms de famille. Mais la différenciation est que la plupart des Batutis sont des éleveurs et la plupart des Hutus sont des agriculteurs. Et souvent c'était la minorité Tutsi qui était en fait d'où venait le roi. Donc ils ont instrumentalisé, ils ont dit que les Tutsis sont des Nilotiques. Il y en a même qui ont dit sont des Adamiques, ils descendent d'Adam lui-même. Hein, ce ne sont pas des Africains, ce ne sont pas des Bantous. Alors que les Tutsis sont des Bantous à part entière parce qu'ils parlent une langue bantou qui est le Kinyarwanda au Rwanda et le Kirundi au Burundi, mais c'est la même langue, le Kinyarwanda et le Kirundi. C'est comme au Congo démocratique, on parle du Kikongo Yaleta en opposition aux autres Kikongo vernaculaires, et au Congo on parlait aussi du Kikongo, mais peu à peu ça a dévié, c'est devenu Munkituba, un surnom, et aujourd'hui on parle du Kituba, mais on sait que c'est la même langue. Hein, mais le nom de cette langue c'est le Kikongo. Voilà, donc vous pouvez avoir deux noms, mais c'est la même langue qui est parlée. Donc, on a élevé les Tutsis au rang de race supérieure et les autres qui étaient frustrés alors, on dit que non, les Hutus ont des traits fins, plutôt les Tutsis ont des traits fins et les Tutsis ont des gros traits. Ben, allez au Rwanda et au Burundi, vous verrez des Tutsis avec des gros traits et des Hutus avec des petits traits aussi. Enfin, ils sont certes minoritaires, mais le phénotype n'explique pas que ceux-là sont nilotiques. Nilotique, ça veut dire roi. Ils parlent des langues bantoues. Il y a même un frère qui est Moshi qui m'a dit que non, nous les Moshi, nous sommes des nilotiques. Alors que le Moshi est incontestablement une langue bantoue, moro-barré. Et je pourrais faire la démonstration comment on est passé de Moro, de Muntu à Moro, et comment on est passé de Bantou à Barré. Bon, ça, je le ferai une autre fois quand je parlerai des langues bantoues. Voilà. Donc, créer la division, c'est là où il y a encore la notion de race, et plutôt, oui, c'est lui qui a préconisé la mention des races dans la stratégie de la division, la mention des races dans les actes de naissance des indigènes. Alors, quand tu grandis, tu es Balari, et on te dit que le Musundi, c'est une autre race. Le Mukongo Yaboko, c'est une autre race. Alors que vous avez une source linguistique commune. Ben, vous grandissez
en sachant que le Babembe, le Badondo, le Bayaka, c'était d'autres races, ben, ça ne conduit pas à la cohésion sociale, à la cohésion nationale. Ça divise. C'est pourquoi nos ancêtres avaient érigé le concept de Ngounou. Nous sommes tous des descendants de Ngounou et nous avons tous une origine commune. Tifum Timwek, Kifumba Kimosi. Alors, Malinowski, qui a préconisé la mention des races, donc dans la notion de l'acculturation planifiée, Malinowski prévoit aussi qu'on introduise des besoins, qu'on crée des besoins que la forteresse culturelle à abattre n'avait pas. On pouvait créer donc, introduire la monnaie par exemple, introduire le thé, le café. C'est de nouveaux besoins parce que dans nos sociétés, le matin on mangeait, on ne prenait pas du café. On ne prenait pas du café, on mangeait. Ils sont venus nous créer le petit déjeuner. Le petit déjeuner qui n'existe nulle part au monde qu'en France et dans ces pays satellites. Ça n'existe pas. Vous allez dans les pays anglo-saxons, c'est le breakfast. Le breakfast, c'est d'ailleurs tous les repas dans les pays anglo-saxons sont accompagnés du thé et du café. Donc, ils mangent un steak le matin, un steak, une omelette, des charcuteries, du fromage, et après ils accompagnent ça du thé. Or, chez les Français, le thé, c'est-à-dire l'eau avec le produit, devient le plat principal. Et il faut accompagner du pain, et s'il y a une omelette, ça va accompagner. Donc on nous a créé des besoins nouveaux. On nous a créé des besoins nouveaux. Alors, Roger Bastide nous dit, je vais lire dans l'article Acculturation, Encyclopædia Universalis. J'ai plus les yeux. Mais en gros, il dit que la sociologie française s'est intéressée au problème de l'anthropologie appliquée, donc de l'acculturation, avec la politique de décolonisation. En tout cas, je vous invite, parce que là, j'ai plus de bons yeux, c'est écrit en petit caractère, je ne pourrais pas lire cette partie. Donc, la sociologie française, donc, en fait, la réalité, c'est quoi? Ben, en 1944, vous avez bien vu les Africains, en fait, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la France était occupée par l'Allemagne nazie, et ici et là en Afrique, mais les voix s'élevaient pour dire, oh, mais eux, ils sont en train de se battre pour leur liberté, alors qu'ils nous colonisent, mais nous aussi, nous devons nous battre pour notre liberté. C'est là où De Gaulle
vient convoquer la conférence de Brazzaville en 1944. Et la conférence de Brazzaville, De Gaulle dit que nous ne pouvons pas nous départir de notre mission civilisatrice. Nous sommes venus civiliser les sauvages, donc nous devons être là. Mais dans le même temps, il s'est dit, prévoyons quand même de jeter du lest. Bon, ils ont autorisé la création des partis, l'autonomie, etc. Ce qui était avant la communauté, l'Union française. Voilà. Donc, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a appelé les sociologues français, il leur a dit, mais je voudrais, comment peut-on faire pour leur donner l'illusion d'indépendance, mais pour rester, parce que nous ne pouvons pas nous départir. Partir de là, nous avons nos intérêts là. Il faut qu'on continue à préserver nos intérêts. Mais on lui a dit, mais c'est pas la peine qu'on réfléchisse sur ça. Il y a quelqu'un qui a déjà tout réfléchi. C'est Malinowski. Il a créé même la science de l'anthropologie appliquée. Il n'y a qu'à appliquer ses recettes. J'ai dit, mais faites ces recettes-là. Appliquer ces recettes. Voilà. C'est comme ça qu'on a appliqué l'acculturation planifiée. Et pour l'illusion de donner du pouvoir, ils ont décidé de choisir des leaders que l'on acculturera pour que ce soit les membres de l'in-groupe et non de l'out-groupe, donc à l'intérieur du groupe et non à l'extérieur du groupe, qui soient les défenseurs de l'occidentalisation à l'intérieur de la forteresse culturelle à abattre, SIC. Voilà le travail de Malinowski qui nous apprend que le tribalisme est la méconnaissance du contrôle colonial. Donc, des leaders que l'on acculturera. Voyez par exemple, tous les députés ont été les futurs présidents de l'Afrique, sauf un, sauf Félix Chikaya. Mais Félix Chikaya parce que il avait des velléités de souveraineté entière. Vous n'avez qu'à voir, il y a une publication de ses interventions à l'Assemblée nationale française, puisqu'il représentait la circonscription du moyen Congo-Gabon en France. Voilà, donc, il n'y a que lui parce qu'il avait... Et ceux qui étaient dociles ou qui étaient peut-être intransigeants au début, mais qui ont marché, comme celui du Centrafrique, qui ont après marché, c'est comme, vous verrez, peut-être demain, si le jeune Burkinabé, président d'une trentaine d'années, là, ou celui du Niger, ou celui du Mali, il y a l'un d'eux qui peuvent céder, comme le Centrafrique a cédé, mais eux, j'en suis sûr, ne céderont pas. Ils sont dans le combat de la souveraineté pleine et entière et ils ne céderont pas. Eh bien, nous avons des valets qui sont à la tête de notre pays. Même si ce sont des valets involontaires, mais des valets qu'on a fabriqués dans la tête. Par exemple, Alphonse Massamba Deba, ce n'était pas un valet ouvert. Ou Marien Gouabi, ce n'est pas un valet ouvert. Il n'a jamais joué au jeu de la néocolonisation. Il a combattu la néocolonisation, mais il était quand même néocolonisé par la tête. En
1974, il a changé les noms des villes. Les marchands, marches, combats de Chavannes. Il a changé, il a mis les noms authentiques. Hall est devenu Titondi. De Chavannes, je crois, est devenu Massembo Lubaki ou je ne sais plus quoi. Bon, mais il a changé tous les noms sauf Brazzaville. Donc Pointe-Noire, comme c'était pas le nom d'un colon, il a laissé Pointe-Noire. Bon. Mais Brazzaville, pourquoi il ne l'a pas laissé? Parce qu'on lui a dit, ah, si tu changes le nom de Brazzaville, en 1880, il y aura, en 1980, il y aura le centenaire de la ville de Brazzaville. Donc la France va donner de l'argent pour améliorer la ville. Donc si tu veux changer ce nom, change ça après. Mais il faut laisser le nom de Brazzaville. Voilà pourquoi Marien Gouabi a laissé le nom de Brazzaville. Malheureusement, il a trouvé la mort en 1917. Et en 80, c'est Denis Sassou Nguesso qui nous a fait un mausolée là du violeur Savorgnan de Brazza, l'aventurier, qui a usurpé, parce que Makoko n'a jamais signé un papier. Jamais il y a la signature. Je mets au défi n'importe quel historien qui me montrera le traité de Makoko signé par Makoko. Makoko n'a jamais signé. Brazza a emmené en 1882, alors qu'il n'avait pas été mandaté par la France, il a emmené la copie du traité, soi-disant qu'il avait signé, et il a dit j'ai signé et Makoko m'a donné son insigne. Marché de dupes. Et on vient magnifier ce violeur. Brazza a violé la nièce de Makoko, Ambé. Vous allez, tous les dignitaires de Mbé connaissent cette histoire. C'est un violeur d'un enfant de 9 ans. On lui fait un mausolée. Bon, écoutez, que voulez-vous? Nous savons que nous sommes tous dirigés par des valets. Donc, voilà pourquoi Brazza, on a voulu le tuer. Makoko a dit, laissez-moi, c'est mon affaire. Je vais régler ce compte. Il lui a envoyé une maladie mystique et il tremblait, il avait la trembote, il vomissait, il chiait et tout ça là. Bon, ben, il fallait l'évacuer. Il a pris le bateau, il est arrivé à Dakar, il est mort à Dakar. Quand il est mort, alors qu'il avait donné, c'est un Italien, que les Français ne connaissaient pas quand il est venu signer son fameux traité, et il est allé vendre ça à la France. Enfin, il est allé donner ça cadeau à la France en 1882. Il a quitté Brazzaville, il a fait la route des caravanes. C'est là où c'est lui qui a donné l'idée du chemin de fer, hein, pour mieux acheminer les matières premières. Donc le chemin de fer ne s'est pas fait pour les besoins de coloniser, hein, c'était pour l'intérêt de la France. Le chemin de fer Congo aussi. Bien. Alors, Brazza, disais-je, il est allé mourir au Sénégal et la France ne voulait pas d'un violeur enterré sur ses terres. Ils ont dit, bon, on n'a qu'à l'enterrer en Italie. Les Italiens ont dit, niet. Il vous a donné une terre, non? Il vous a donné un pays. Donc, vous devez l'enterrer. La France, comme ils ne voulaient pas enterrer un violeur chez eux, ils l'ont enterré en Algérie. Comme l'Algérie était française, ils l'ont enterré en
fallait attendre un monsieur qui s'appelle Denis Sassou pour demander les restes d'un violeur, d'un colonisateur, d'un usurpateur, d'un aventurier, pour venir lui faire un mausolée. Mais rien n'est éternel, le changement se fera et là-bas, ça sera le Boulounza qui seront là. Boulounza, c'est ce vaillant guerrier qui a fait fuir de Brazza lors de sa première tentative d'entrer au Congo en 1878, parce qu'il a fait une première tentative, il a été repoussé par ce grand guerrier Boulounza. D'ailleurs, en 1882, lorsqu'il est allé parler du traité, Brazza, là, je vais aller en France, je vais prendre dans mes archives la conférence qu'il a tenue en 1882 au cycle d'hiver Guiglionnet à Fille du Calvaire. Il reconnaissait les mérites de Boulounza, il a parlé de Boulounza. On tirait des balles, mais il était invulnérable. On était obligé de fuir. Voilà. Nous verrons cela une autre fois, mais pour l'instant, voilà ce que je pouvais dire du tribalisme. J'ai dit que le tribalisme n'était pas une donnée sociologique immuable, mais c'était une stratégie de la division. Autrement dit, le tribalisme est une instrumentalisation politique et le tribalisme social n'existe pas. Les mariages se font, les Mboshi se marient avec les Lari, les Makwa se marient avec les Vili. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore une nièce qui a été mariée par un Makwa. Nous avons tout le monde qui se marie avec tout le monde. Donc il n'y a pas de tribalisme. Le mariage, c'est l'union de deux familles. S'il y avait le tribalisme social, les gens ne s'uniraient pas. Le tribalisme intervient seulement sur le plan politique. J'ai dit.